Jean Giono, les récits de la demi-brigade. Les lecteurs d'Uval, de la belle littérature, mais aussi des aventures. 1815, la Restauration. Dans ses récits de la demi-brigade, Jean Giono raconte les aventures du capitaine de gendarmerie Martial Langlois, héros de son roman Un roi sans divertissement. Partons au galop à travers les collines de Provence, affronter les Verdets, ces guerrieros de la terreur blanche. Une histoire d'amour. Achille avait pris ce jour-là son ton colonel. Il le prend toujours quand il lit à haute voix, et il en était à me lire un troisième rapport sur l'affaire des Verdets. Je l'écoutais très capitaine. Sur cette affaire, j'en savais plus que lui et tout son dossier. « Qu'est-ce que tu as rigolé ?» me dit-il. « Je ne ris pas, mon colonel. »« Si tu veux parler, parle !» Il recula son fauteuil. D'habitude, quand je veux le désarçonner, je lui fais remarquer que malgré les Orléans que nous servons, son bureau ministre est en pire. Je n'avais pas envie de le désarçonner, au contraire. Il croisa les jambes, ce qu'il faisait encore avec une certaine aisance, malgré ses cuisses de plus en plus courtes. « Martial, ce qu'il y a de désagréable en toi, c'est que tu m'embêtes. Tu es là à manger tes moustaches. Tu crois que je n'aimerais pas mieux être de ceux qui cavalcadent au grand air ? Je n'ai que des dossiers pour me tenir propre, moi. » J'étais obligé de lui dire un peu de vérité. C'est somme toute de lui que je reçois mes ordres. Tes dossiers sont incomplets. Ceux-là, en tout cas. Attention, Martial, si c'est une accusation, il va falloir la soutenir. Ce n'est pas une accusation, Achille. Tu as très bien fait à l'instant la différence entre celui qui galope dans l'atmosphère et celui qui reste assis, les jambes croisées. Il décroisa instantanément les jambes. Il attendait que je fasse une allusion au style de son bureau ministre. Il n'était pas d'humeur. Prenons le premier assassinat, celui des Morel. C'est massacre qu'il faudrait dire plutôt. Il a été commis dans une ferme solitaire aux Plantades, sur le plateau de Dramont. 6 morts. L'homme, la femme, les 2 enfants, le vieux berger et un cousin de la femme qui était à la grange depuis une semaine pour aider dans les nouveaux essarts que Morel faisait brûler du côté de Signal Blanc. À remarquer d'abord que le jour où ils furent tués, ils n'étaient pas allés essarter malgré le beau temps. C'est le piéton de la poste qui a découvert le joyeux spectacle 5 jours après. Note les 5 jours pour la suite de l'histoire. Note également, à toutes fins utiles, que le cousin habitait Riance d'ordinaire. J'ai été prévenu de la salade à 9h du matin. À 11h, compte tenu des 2 lieues que j'avais à faire et des 5 que le lieutenant Coste devait parcourir pour me rejoindre au rendez-vous, les 3 demi-brigades étaient alignées au Dramont. Et j'avais déjà, en attendant Coste, fait état de certains renseignements.
Tu sauras lesquels tout à l'heure. Sache seulement qu'ils me décidèrent, dès que j'eus tout mon contingent, à le faire déployer sur la gauche, en ligne, face à la direction approximative du Jorat, le sommet de roches vives que tu vois de la route quand tu viens à Saint-Pons, après avoir passé le bois de pin. Des plantades au Jorat, 10 lieues de maquis, quelques chemins de chasseurs, de bûcherons, le reste, un feutre de chêne blanc, de genévrier, de genêt et de ciste. Voilà le tableau. J'étais arrivé, comme je te l'ai dit, bien avant Coste, bien avant le maréchal des logis. J'étais allé voir le spectacle et dégoûté, je fumais mon brûle-gueule sous les saules près de la fontaine. Morel avait un beau-frère. Il est granger à Cadarache. Il était venu avec son mulet et un valet pour s'occuper des bêtes qui, depuis 5 jours, avaient eu le temps de compter des mesures. Je te parlerai des bêtes aussi tout à l'heure. Donc je fumais, et très vite, je te prie de le croire. J'ai vu des spectacles de ce genre plus étendus, mais jamais avec autant de mouches. Mon attention fut attirée par les manigances du petit valet. C'était un gars de 15 à 16 ans. Il s'abritait dans un angle de la ferme et avec un long bâton, il essayait de faire rouler jusqu'à lui un seau renversé dans l'herbe. Je lui criai « Qu'est-ce que tu fous, mon petit gars ?» À ma voix, il sauta comme un diable, mais j'avais en même temps fait un pas au soleil. Il me vit, me fit signe de me taire et d'approcher. J'approchai. « Il y a un verdé dans le bois, me dit-il. » Il ne voulait pas quitter l'abri de son angle de mur. Je me découvris complètement pour lui montrer qu'on ne risquait rien, et je lui dis « Viens donc, montre-moi ça !» Il resta bien encore quelques secondes à sucer son pouce, attendant le coup de fusil. Enfin, il sortit de l'abri et me montra un gros chêne vert dans le taillis. J'y courus. Personne, bien entendu, mais des traces chaudes d'ailleurs. Je fis quelques pas dans les fourrés. C'était littéralement l'aiguille dans la botte de foin. À ce moment-là, j'entendis arriver le maréchal des logis, ses hommes et la troupe de Coste. Donc, sur la gauche, en ligne, face au chêne vert, face au Jorat et en avant. Le verdé avait de l'avance sur nous, et étant à pied, il allait encore en prendre dans ses taillis fourrés. Mais je ne fis pas démonter. Nous risquions de trouver des landes par là-bas dedans, où nous pouvions prendre avantage. J'étais décidé à pousser. Coste me dit « Votre gars a pris des vessies pour des lanternes. Qu'est-ce qu'il ferait là, le verdé, après 5 jours? C'est pas un verdé qu'il a vu, c'est sa frousse. » Mais il y avait la petite bauge chaude sous le chêne vert. Et au surplus, quand je commande, je commande. J'envoyais Coste à l'aile gauche. Malgré mon grade, je laissai le maréchal des logis au centre. Je pris l'aile droite avec mes 10 bonshommes. Je ne vais pas te raconter la retraite de Russie. C'est pas fameux comme balade, ces fourrés de genévrier, voilà tout. Midi, 1 heure, rien. 2 heures, 3 heures, rien. Sauf des merles, des vols des tourneaux et des sangliers. Le Jorat s'était bien rapproché. On avait encore 4 heures de jour. C'était le printemps. Tout ça, tu le sais. C'est dans ton dossier. Sauf les détails pittoresques. Mais moi, j'aime les détails pittoresques. Maintenant, voilà ce que tu ne sais pas. J'avais pensé, comme il est juste, que le verdé, si verdé il y avait, chercherait à nous fausser compagnie en se définant latéralement devant notre front. J'avais donné comme consigne à Coste et au maréchal des logis de tenir le plus de front possible. C'est pourquoi moi-même, ayant pris l'extrême droite, je m'écartais. Je me dis vers le soir que nous n'avions plus guère de chance d'attraper notre bonhomme, et qu'on allait simplement profiter de cette patrouille pour ratisser encore un bon canton de ces bois fourrés. Ce qui, dans des affaires comme celle du Dramont, n'est jamais un mauvais travail. Et qu'on allait simplement profiter de cette patrouille pour ratisser encore un bon canton de ces bois fourrés. Ce qui, dans des affaires comme celle de Dramont, n'est jamais un mauvais travail. Je fis donc cavalier seul, complètement détaché sur la droite.
Au bout d'une demi-heure, j'entrais dans des bois courts que je dominais complètement du haut de mon cheval. J'allais au pas et je regardais tout très attentivement. Si attentivement que j'ai eu l'impression très nette que quelqu'un me regardait. Tu as senti ça 50 fois, toi aussi. La sensation d'un regard fixé sur ta nuque. Je m'arrêtai et je fis la statue de pierre. J'étais ainsi immobile depuis plus d'une minute, sans me retourner, bien sûr, quand j'entendis le vent d'une balle qui passait très près, et une détonation. Je montai César qui a des nerfs d'acier, qui connaît la musique, et qu'au surplus, je serrai immédiatement dans mes genoux. Il ne bougea pas de 10 centimètres, moi non plus, et nous restâmes, lui et moi, immobiles comme avant. Un jour tu finiras, dit Achille. Je finirai certainement un jour. Mais pourquoi crois-tu que j'ai repris du service dans ta foutue demi-brigade de gendarmerie? Pour la solde? Rentré à Saint-Pons, je vis que la balle avait troué mon bonnet de police. Basta pour l'assassinat des Morel. Pour l'assassinat des Gaubert, mais d'abord entre les deux affaires, un petit fait. Environ 3 jours après le coup de pistolet tiré sur mon bonnet de police, un matin, mon ordonnance m'apporte un billet plié en 4. Il me dit qu'il a trouvé ça coincé sous ma porte. Je déplie. C'est une lettre d'injure, anonyme bien sûr, injure bizarre. Je te dirai mieux tout à l'heure. Maintenant les Gaubert. Les Gaubert. 2 femmes, 3 hommes, ou plus exactement 2 hommes et demi. Le petit berger n'a que 15 ans. Les Gaubert saignaient comme des poulets, dans des conditions à peu près semblables à celles qui entouraient la mort des Morel. Ferme isolée, encore plus que l'autre, dans les solitudes Jaume-Garde. Il ne s'agit pas cette fois d'un plateau et d'un taillis fourré, mais d'un vallon noir, étroit comme la peste. Vallon qui, je le sais, s'embranche dans des quantités de vallons aussi noirs et vient de vallons encore pires. Ici, de nouveau quelques détails pittoresques qui ne sont pas dans ton rapport mais comptent pour moi. Pas dans l'enquête, je te le dis tout de suite, mais dans ma vie, qui finira bien un jour, comme tu le dis. Alors pourquoi me priver de ce qui me plaît? Dans ce vallon, et d'ailleurs dans les autres aussi, pas de bois fourré. Un petit ruisseau, sec parce qu'on est en juin, et des petits prés de luzerne. Petits, 5 pas de large. Les pentes des vallons presque rases, de la lavande, du thym et de l'argelas. Pas de quoi cacher un nain. Cette fois, je ne convoque personne. Je pars simplement avec 2 de mes lascars. Quand j'arrive, pas par le fond, par le flanc du coteau, je vois en bas autour de la ferme les gens du parquet et le cabriolet du docteur. Je les salue de loin et je poursuis. Un de mes lascars me dit « Je crois qu'il nous appelle ». Je lui réponds « Laisse-les appeler » et je continue. Je continue parce que depuis les Morel, depuis la balle, depuis la lettre, depuis le temps que je passe tous ces trucs en revue, j'ai l'impression que cette chose me concerne. En quoi? À ce moment-là, je n'en sais foutre rien. Mais peut-être nous verrons. Nous allons sur un petit tertre qui domine l'enchevêtrement des vallons. Je prends un de mes zèbres et je lui dis « Regarde, tu vois le truc là-dessous? Descends et file là-dedans, jusqu'à ce gros chêne là-bas. Cherche des traces, cherche tout. Une fois là-bas, tu attends. » Je prends l'autre zèbre et je lui fais voir du doigt, comme sur une carte, le tracé sur lequel je voudrais qu'il aille un peu fouiller. Moi, je vais où le devoir m'appelle. Le devoir m'appelle dans des coins solitaires. Il ne manque pas. D'abord, comme la dernière fois, je m'écarte le plus possible, mais je ne suis plus sur un découvert que je domine. Je suis dans un couloir tortueux qui, de détour en détour, me mène de découverte en découverte.
Je n'ai jamais devant moi que 15 à 20 pas de vue. Je monte encore César. J'attends la sensation de regard sur ma nuque. Je ne l'éprouve pas. À un moment donné, il me semble que je m'arrête, je fais la statue de pierre. 1 minute, 2, César tourne la tête et me touche la botte du museau. Le jeu lui a plu, mais il est plus fin que moi. Personne ne me guette. Il me le fait comprendre. Et nous nous écartons encore, tout doucement, à la papa. Il y a plus d'1 heure que nous nous baladons dans ce labyrinthe. Tout d'un coup, César s'arrête et fait la statue de pierre. Moi aussi, je suis fin quand il s'agit de César. Je l'imite immédiatement. 30 secondes après, je sens le vent de la balle et j'entends la détonation. Mon bonnet est troué au même endroit que la première fois. Exactement. La balle a emporté la magnifique réparation que j'avais fait faire par mon ordonnance. C'est donc volontaire. Et un tireur de cette force peut me tuer à son gré s'il veut. Il ne veut pas. Au premier coup de pistolet, je me dis « Il a voulu te prévenir de ne pas fourrer ton nez dans cette histoire. » Pourquoi d'ailleurs? On sait très bien parmi ces gens qu'un coup de pistolet ne m'impressionne pas, surtout s'il passe très près. Au deuxième coup de pistolet, je pense qu'il a voulu me dire quelque chose qui me concerne seul. Et je le pense de plus en plus quand, à l'occasion de l'assassinat des Blachat, puis de celui de la famille Juvénal, dans des circonstances semblables, il emporte avec la même précision une 3e et une 4e réparation de mon bonnet de police. Toujours exactement au même endroit. Pourquoi m'as-tu caché tout ça? C'est un fou. Parce que je m'attendais à ce que tu viens de dire. Mon ordonnance a mieux raisonné que toi quand il a prétendu que c'était quelqu'un qui n'aimait pas le point de croix avec lequel il faisait sa réparation. Dès que les gens ne procèdent pas comme toi, ils sont fous. C'est un assassin. C'est donc un assassin qui a quelque chose à me dire et qui éprouve certaines difficultés à se servir de moyens ordinaires quand il veut correspondre avec un capitaine de la gendarmerie royale. À propos de correspondance, au surplus, après chaque affaire, après chaque coup de pistolet, la lettre anonyme avec toujours les mêmes injures, ou plus exactement, toujours les mêmes sortes d'injures. Tu ne me demandes pas lesquelles? Ça peut foutre. À ton aise. Et aucun doute sur la façon dont ces lettres anonymes sont rédigées, et donc sur leur provenance. L'écriture des lettres et les coups de pistolet viennent de la même main. Il y a dans les 2 cas la même précision et la même imprécision. Tu n'as pas essayé d'attraper ton facteur? J'ai plutôt essayé de lui faciliter sa distribution. C'est un timide. C'était un peu fort de café pour Achille. Il cracha dans ses moustaches, et il me dit avec un peu d'emphase que ce timide avait, avec sa bande, assassiné 29 paysans. Il a donc, lui répondis-je, quelque chose à me dire qui n'a rien à voir avec ces assassinats, quelque chose qui le rend timide. Je n'avais pas envie d'en raconter plus. Je sais comment on fait perdre le fil à Achille. Il le perdit en 20 minutes et il m'invita à déjeuner. On fuma des cigares. On parla de l'ancien